Anecdotes raconte. Christophe Andelatte. J'exhume aujourd'hui une grande affaire criminelle du début du XXe siècle. L'histoire de la bande à Pollet, du nom d'Abel Pollet, un voleur sans foi ni loi qui, dans les années 1905-1906, dans le Pas-de-Calais et le sud de la Belgique, a dirigé une bande de voleurs qui n'hésitaient pas à torturer et, s'il le fallait, à tuer pour que les gens révèlent où ils planquaient leurs économies. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Je vous propose de lancer la machine à remonter le temps et de nous déporter un soir du mois d'août 1905 dans le Pas-de-Calais, à Laucon, un gros bourg près de Béthune. Et à Laucon, près de la station de tramway à vapeur, il y a un troquet. Vous le voyez mal parce que il fait nuit là. Mais vous voyez peut-être le panneau, la descente des voyageurs. Ce bistrot est détenu par un vieux couple au bout du rouleau, Adolphine et Frédéric Langlemetz, 79 et 80 ans. Il est 10h30 du soir. À cette heure-là, dans ces années-là et dans ce métier-là, bien sûr, ils sont couchés. Et d'un coup, Adolphine est réveillée par un long cri déchirant qui vient de la cuisine. Alors elle se retourne et elle voit que son Frédéric n'est plus dans le lit à côté d'elle. Et là, elle comprend que c'est lui qui a crié, son vieux mari. Alors elle se met à crier à son tour. « Au secours ! Au secours !» Et là, elle entend des pas dans l'escalier. Et elle voit surgir un homme dans sa chambre. « Tu veux de l'aide, la vieille ? Ah bah tu vas en avoir de l'aide. Tiens !» Et là, l'homme se jette sur elle et il lui balance un coup de poing. Et il la projette contre l'armoire et il lui colle sa main devant la bouche. Et elle entend un bourdonnement, sa vision s'obscurcit et elle perd connaissance. Quand elle se réveille, plus aucun bruit dans la maison. La pauvre vieille se traîne jusqu'à la cuisine. Et là, elle trouve son Frédéric, un sac sur la tête. Il est mort. Et Adolphine, un peu sonnée, court chez ses voisins. « Oh, mon Dieu, ils ont tué mon Frédéric. Ils ont tué mon Frédéric. Ils ont tout pris. Ils ont pris tout l'argent, 1000 francs qu'on avait, et des pièces d'or. Elles étaient dans la commode. » Et voilà les gendarmes qui arrivent. La vieille leur raconte son histoire. Et ils se mettent à la recherche d'indices. Tiens. Regarde-y donc ce que j'ai trouvé. Dans la cour, ils viennent de tomber sur 3 bouteilles de genièvre. C'est une eau-de-vie qui est très typique du Nord. Ils trouvent aussi un paquet de tabac belge, vide, et une chique recrachée. Et puis une bougie. Mais aucun autre indice. Et le mobile paraît tout de suite assez clair. Le vol. Les 1000 francs, les pièces d'or qui étaient planquées dans la commode. Il se trouve que cette affaire, par sa brutalité gratuite, en rappelle une autre, commise 7 mois plus tôt, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1905, pas loin, à 5 kilomètres, à Calonne-sur-la-Lys. Un matin, un cultivateur de 78 ans, le père Deron, est réveillé par des hommes au visage masqué ou noirci, il ne se souvient pas bien. Il le frappe avec une barre de fer, il le laisse pour mort, et tout ça pour lui voler 60 francs. Il s'en est sorti par miracle. Et ça n'était pas la première affaire du même genre, des dossiers du même tonneau s'accumulent depuis 1 an. Des vols d'une grande violence, de jour et de nuit. Pour 10 francs cachés dans un pot, ou 500 francs planqués sous un matelas. Sauf que là, le père Langlemetz est mort. Il y a comme de l'escalade dans la violence. Mais peut-être que le meurtre du vieux Langlemetz n'est pas lié à cette série, parce que d'entrée les voisins proposent aux gendarmes une autre piste. « Oh bah c'est jetez-vous. Moi je m'intéresserai au petit-fils, Auguste qui s'appelle. » Les gendarmes lui tombent dessus, et ils lui collent direct un petit coup de pression. « Alors mon garçon, on sait que t'as tué ton grand-père. »« Bah c'est pas moi. J'ai rien fait moi. »« Ouais, c'est toi. Il y avait que toi qui savais où il cachait son or.
T'as même pas eu la patience d'attendre que tes grands-parents meurent. T'as préféré les dépouiller tout de suite. Ton grand-père t'a surpris, tu l'as tué. C'est un accident, avoue. Ah, on n'est pas très psychologue dans la maréchaussée, à l'époque. Auguste est tellement paniqué qu'il fait dans son pantalon. Véridique. Heureusement pour lui, il a un alibi. Et donc il est relâché dans la journée, et puis... plus rien. Fin 1905, ont lieu 4 autres cambriolages du même tonneau. Sans mort, mais d'une grande violence. Et puis le ou les voleurs changent de terrain. Début 1906, ils traversent la frontière et se mettent à sévir en Belgique, à Krombeek. Le 2 janvier, vers 7 heures du matin, les époux Louzy, 72 et 73 ans, viennent à peine de se lever. Ils sont en train de rallumer leurs poêles quand 3 hommes surgissent comme des diables. Le visage noirci, avec de la suie ou du cirage. « Votre argent, là ? Où qu'il est votre argent ?» Les 2 vieux sont paralysés. La mère Louzy hurle à son mari qui est sourd comme un pot. « Ils veulent de l'argent ! Ils veulent de l'argent ! Ils n'auront rien du tout. Ils n'auront rien. » Et là, le vieux Louzy est poussé à terre, il est en sang. Et ensuite les 3 hommes frappent sa femme et elle finit par lâcher. « Sous l'escalier ! Il y a de l'argent sous l'escalier !» De l'argent, enfin. Un peu d'argent, 250 francs en billets belges. C'est vraiment pas beaucoup. « C'est tout ? Où qu'il est le reste, hein ? Dis-le ou on t'achève. On n'a plus d'argent. Nous frappez plus, on n'a plus d'argent. » Mais les 3 n'y croient pas. Alors ils se déchaînent encore et finalement ils prennent la fuite. Le couple est transporté d'urgence à l'hôpital de Poperingue. Le père Louzy est défiguré mais il s'en remet. En revanche, la mère Louzy meurt 8 jours plus tard. Et un mort de plus. L'attaque d'après se déroule en France et c'est une nouvelle escalade. Le 20 janvier 1906, au petit matin, à Violaine, toujours dans la région de Béthune, le facteur arrive chez les Lecoq, une grande et belle maison en briques. Les Lecoq sont rentiers et donc ils sont riches. Et là vivent donc le père Lecoq, 82 ans, sa femme et l'une de leurs filles, Euphrosine, 55 ans. Et comme tous les jours, le facteur pousse la porte d'entrée. « Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Madame Lecoq ?» Pas de réponse. Mais le facteur voit tout de suite que le salon a été retourné, les tiroirs vidés, renversés. Et là, il tente d'ouvrir la porte de l'escalier qui monte à l'étage, fermée. Alors pris de panique, il traverse la rue, il court à la mairie, et il revient avec le maire et l'instituteur. Et ensemble, ils forcent la porte de l'escalier. Et ils découvrent un massacre. Le père, la mère, la fille, tous sont morts, tous les 3. Et il y a du sang partout. T'as vu les traces de pas, là ? Des traces de pieds nus et en chaussettes. C'est intéressant, ça veut dire que le ou les tueurs se sont déchaussés, soit pour ne pas faire de bruit, soit pour ne pas salir leurs chaussures. Bref, ils ont laissé une trace de pied. Il est tordu, ce pied-là, non ? La trace, en effet, est tordue, difforme. Quant à l'arme du crime, c'est évident, c'est un couvercle de poils en fonte, posé là par terre. Il est maculé de sang avec des cheveux collés. Dans la foulée, les villageois désignent aux gendarmes un type qu'ils ont vu près du village. « Ah ben, il avait du sang partout sur lui !» Et ce type, les gendarmes le retrouvent, et ils le ramènent. Et le gars manque de se faire lyncher. « À mort, à mort ! Crevez-le ! Crevez-le non !» Il est terrorisé. « Alors, mon gars, d'où qui vient tout ce sang sur tes mains, là ? » « Moi, c'est du sang de lapin. Je suis marchand de peau de lapin. J'ai du sang sur les mains. Là. C'est normal, hein ? Et donc, ça n'est pas lui. Les gendarmes le libèrent immédiatement. Et il se retrouve Grosjean comme devant. Mais
Ils n'auront pas le temps de se morfondre, car l'enquête change de main. Le procureur la confie aux policiers d'Hazebrouck. Ce qui est intéressant avec l'affaire Lecoq, c'est que pour la première fois, on a affaire à des notables. Le père Lecoq a été maire, il est conseiller municipal, et son métier c'est donc rentier. Et là, pour le coup, le butin n'est pas dérisoire. 7 à 8 000 francs. Mais ça ne vaut toujours pas 3 morts. Le juge d'instruction fait coller des affiches sur tous les murs du département. Très important. Un assassinat suivi de vol a été commis à Violaine dans la nuit du 19 au 20 janvier sur 3 personnes, les époux Lecoq et leur fille. Et l'affiche fait la liste de tous les biens volés. Des bijoux, des montres, des billets de 1000 francs de la Banque de France, des pièces d'or de 40 et de 100 francs et des écus en argent. Et en bas de l'affiche, il est écrit: un des malfaiteurs semble avoir un pied droit difforme, long de 20 cm environ et large de 12 cm à la base des orteils. Et comme dans les films de cow-boys, l'affiche promet une prime. La famille des victimes s'engage à payer une prime de 250 francs à toute personne qui pourra fournir les indications ayant amené l'arrestation des malfaiteurs et une prime d'égale valeur à l'agent de la force publique qui mettra ceux-ci en état d'arrestation. C'est alléchant. Ça devrait susciter des vocations. Et effectivement, en avril 1906, un homme se présente aux policiers. « Bah moi je sais qui a assassiné les Lecoq à Violaine. »« Ah bon, et qui est-ce ?»« C'est Abel Paulet. Je le connais bien, c'est mon beau-frère. »« Et vous êtes qui ?»« Auguste Patel. »« C'est grave comme accusation, ça, monsieur Patel. Qu'est-ce qui vous fait penser que votre beau-frère Abel Paulet est impliqué ?»« Bah, c'est pas que ça me fait penser ou quoi. C'est que j'en suis sûr. » Et là, Auguste Patel se met à raconter qu'il est mineur de fond, à Neu-les-Mines, que ça fait des semaines qu'il est en grève, des semaines qu'il n'a pas touché un sou, qu'il a 2 enfants à nourrir, et que donc il est allé voir sa sœur, Julienne, laquelle est mariée à Abel Paulet. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Et elle m'a répondu, les temps sont durs et je peux rien pour toi. Ma sœur ? Ma pauvre sœur ? Tu parles ? Elle manque de rien, ma pauvre sœur. Alors il est allé voir son autre sœur, Angèle. Et là, Angèle s'est mise en colère et elle lui a fait des confidences. « Julienne, elle a refusé de te donner de l'argent. Oh, avec tout ce que son mari ramène, elle est gonflée, celle-là. Quand tu vois d'où vient l'argent, en plus. » Et c'est là que le beau-frère a découvert qu'Abel était un brigand. Et sa sœur lui a dit mieux que ça. « Et puis c'est lui qui a estourbi la famille Lecoq, à Violaine. Et puis bien d'autres encore. Je vais te dire un truc. Son frère Auguste, il est aussi dans la bande. » « Ah bon ? Et qui d'autre ? » « Eh bien, ma sœur m'a parlé d'un Canut. Canut, vraiment, ou vraiment, je sais plus. Et qui d'autre ? Ben, elle m'a pas parlé d'autres noms. Mais j'y ai demandé si cet argent, elle en avait pris une partie. Ben, elle m'a dit que non. Mais après, elle m'a filé 20 francs pour les marmots. Alors... Cette histoire a l'air de tenir debout. Alors les policiers préviennent immédiatement le procureur et il se rencarte sur cet Abel Paulet. Et ils ne sont pas déçus du voyage. L'oiseau a déjà son petit palmarès. 7 condamnations au compteur. À 32 ans, c'est pas mal. Et à chaque fois pour vol ou vol avec violence, premier séjour en maison de correction à 12 ans, premier séjour en prison à 16 ans, 4 ans de prison pour cambriolage en 1901, et en novembre 1905, il a dépouillé un couple de septuagénaires. C'est donc peu dire que cet Abel Paulet a le profil. Le 3 mai 1906 à l'aube, la police encercle sa petite maison de briques à Hazebrouck.
Et le commissaire lance l'assaut. Et sur le perron, les policiers tombent sur sa femme, Julienne. « Oh, mais vous n'avez pas le droit d'entrer ! Salaud de vache ! Sortez-moi de là !» Évidemment, pendant ce temps-là, son mari tente de filer par la porte de derrière, celle qui donne sur le jardinet, mais les policiers ne sont pas idiots, ils l'attendaient. Il est plaqué au sol et menotté. Fumier, va ! On trouve des plans de rue avec des flèches et des noms, et aussi des chaussures dont l'une est un peu difforme, comme la trace de pas retrouvée chez les Lecoq. Mais c'est tout. Pas de bijoux, pas de liasse de billets non plus, bref, pas de magot. Rien de plus que quelques piécettes. Sa femme Julienne est interrogée. « Bon, on économise comment on peut, quoi. Faut bien manger, quoi. » Et elle aussi est écrouée. Et dans la foulée, les Poulaga arrêtent aussi Auguste, le frère d'Abel Paulet, et sa femme Eugénie. Et tant qu'à faire sa sœur Céline et son mari, et puis le fameux Canu Vroman, dénoncé par le beau-frère, qui lui aussi a un joli pédigré, il est connu depuis tout petit pour des vols et des cambriolages. Et puis sur la lancée, les Poulets arrêtent aussi un certain Théophile Deroux, alias Charlot, car tous les voisins disent qu'ils sont inséparables avec Abel Paulet. Et lui aussi, Philo Niouf. Je vous épargne l'arrestation de quelques demi-sels, bref, au total, 19 personnes se retrouvent derrière les verrous, soupçonnées d'appartenir à cette bande qui terrorise la région et le sud de la Belgique depuis des mois. La bande d'Hazebrouck, comme on l'appelle désormais, ou la bande à Paulet, comme l'écrit la presse, qui, ce faisant d'ailleurs, va peut-être un peu vite en besogne, parce que c'est pas tout d'accuser. Mais maintenant, il faut des preuves. Il faut prouver que ces 19-là forment une bande responsable de toutes ces agressions. Et il faut déterminer qui a fait quoi. Le juge vient les interroger un par un à la prison d'Hazebrouck. Et il décide notamment de confronter Paulet et son inséparable Charlot à l'une des dernières victimes, un paysan de 70 ans passés, qui a pris une balle dans la joue et qui a bien failli mourir étranglé avec un nœud coulant. « Oh, je les reconnais, que diable. C'est eux. Salaud, va. C'est toi qui m'as tiré une balle. C'est toi qui me serrais la corde autour du cou. » Il est tellement affirmatif, on le croit tellement, que dans la foulée, Paulet et Charlot avouent. « Ah, ouais. C'est vrai. C'est nous qu'on l'a fait. » Et le juge apprend au passage que le visage noirci, c'était de la boue. Le lendemain, le juge recueille le témoignage d'un jeune homme qui a connu Abel Paulet juste avant le meurtre du vieux Langlemetz, le premier mort. Et voilà ce qu'il dit. « C'était début août, quoi. J'étais à la descente des voyageurs, le bar d'à côté du tram, à Locon. Et Paulet, je le connaissais que de vue, quoi. On se croisait parfois dans le tram, mais là, on a causé, quoi. Il m'a payé le coup. On a parlé de la tenancière, la mère Langlemetz. Moi, j'avais entendu dire par son petit-fils qu'elle avait de l'or. Et la fois d'après, Abel, là, il m'a proposé de les tondre. Mais moi, j'ai pas voulu. Mais lui, il était bien décidé. Ça se voyait dans ses yeux qu'il était prêt à tout, monsieur le juge. Prêt à tout. Dans la foulée, la femme du chef, Julienne, passe à table. Elle avoue qu'elle a envoyé son Abel dépouiller Célestine, propriétaire d'un pré qu'elle louait. Abel y est allé avec les deux autres, il a rapporté 850 francs. La Célestine raconte au juge. « Oh, il y en avait un qui me tenait plaqué contre le mur. Et puis, il a demandé à l'autre comme ça, faut la tuer. Et l'autre a dit non, c'est pas la peine. » Contraint d'avouer aussi ce crime, Abel Paulet ne trouve rien à dire de mieux que... « J'ai été grand seigneur, non? Vous trouvez pas, j'ai laissé la vie. » Évidemment, parmi les 19 qui sont en tôle, chacun cherche à sauver sa peau. Alors, ils se mettent à balancer et à charger Abel Paulet. Et le summum est atteint quand en mai 1906, Auguste Paulet, le propre frère d'Abel,
accuse Abel d'être l'auteur du meurtre du père Langlemetz au bistrot La Descente des Voyageurs. Oh bah, il s'en est vanté lui-même. Il m'a dit qu'il avait 3 Belges avec lui. D'ailleurs, c'est en Belgique qu'il changeait ses gros billets et qu'il revendait ses bijoux. Alors, poussé dans ses retranchements, Abel Pollet avoue qu'il était aussi dans ce coup-là. Mais il charge les Belges. Oh, mais c'est Verbeek qui a jeté le vieux. Qui l'a fait tomber. Comme le vieux criait, bah, il l'a couvert d'un sac et puis il a appuyé très fort sur le bouche. Et c'est De Camp qui s'est occupé de la femme. Moi, j'ai rien à faire. Je vous jure, monsieur le juge. Moi, j'ai juste tenu la bougie. Il raconte n'importe quoi. Mais au passage, il vient de livrer 2 noms. 2 Belges, Verbeek et De Camp, qui sont immédiatement arrêtés par la police belge. Et puis finalement, partie pour partie, Abel Pollet avoue aussi le massacre des Lecoq et de leur fille dans la belle maison de Violaine. Il était avec son frère sur ce coup-là, et avec Canu-Vroman. Ben, on a monté l'escalier, la fille Lecoq, elle nous a entendus, elle a crié « Papa, il y a quelqu'un !» Alors forcément, le père, il s'est levé. Alors mon frère Auguste, il lui a donné un coup de poing, et puis la fille Lecoq, elle a crié à sa mère « Maman, maman !» Alors je l'ai poussé dans un coin, et Vroman s'est mis à la frapper. Et elle a frappé. Et après, il a frappé la mère, et moi j'ai fouillé la garde-robe, et j'ai trouvé les bijoux, et l'argent dans le coffre, quoi. Abel Pollet dit qu'ils ont achevé les Lecoq par crainte d'être identifiés. Et après, qu'avez-vous fait? Bon, après on a trouvé des œufs, et puis on a trouvé du vin. Comme on avait faim, on a mangé, et puis on est reparti. Au final, au bout d'1 an d'instruction, Abel Pollet a avoué au juge plus de 200 vols. Et aux journalistes 400, parce que, tant qu'à faire, il flambe. Il se fait mousser, il se met en scène. Par exemple, dans une lettre qu'il envoie au journal L'Indicateur. Béthune, le 12 avril 1907. Tout jeune, j'avais déjà l'instinct du vol. Une force invisible me poussait à voler mes camarades d'école. À 11 ans, j'embrassais définitivement la profession de voleur. Malgré mes diverses condamnations, je n'en continuais pas moins mes exploits, augmentant graduellement mes soldats. Mon armée, composée de 60 sujets des 2 sexes, obéissait avec une docilité admirable. Ne vous adonnez donc pas trop aux femmes, mes chers amis, car lorsqu'on se livre au libertinage sans mesure, l'appétit de l'argent devient insatiable et alors vous devez inévitablement tomber en vous faisant assassin. Oui, criminel et assassin. Tout voleur doit tôt ou tard devenir l'assassin de celui qui défend ses biens. Malgré mon adresse, je fus enfin découvert et pincé par le juge, à qui j'adresse mes félicitations. Je demande pardon à ceux à qui j'ai supprimé l'existence. Là, je ne me reconnais plus pour le noble voleur, mais pour la brute qui a ôté la vie à son semblable. Bel exercice de contrition, en vue bien sûr du procès qui s'approche. En juin 1908, Abel Pollet et toute sa bande se retrouvent devant la cour d'assises de Saint-Omer pour 5 assassinats, 7 tentatives d'assassinat et 114 vols ou tentatives de vol, dont beaucoup avec violence. Il faut 2 omnibus et 2 fourgons pour transférer tous les accusés à la prison de Saint-Omer et ensuite au palais de justice. Il a fallu faire des travaux. Et pendant des jours et des jours, le président fait défiler les témoins. Certains, les plus âgés, ne parlent parfois que le patois picard, alors il faut un interprète.
Et au fur et à mesure, on se retourne vers Paulet, qui doit dire qui était là, et où, et quand. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps parmi ses complices. C'est lui qui distribue les bons et les mauvais points. Et on s'attarde bien sûr sur le massacre de Violaine, les Lecoq, le père, la mère et la fille. Et là, c'est Canuves-Roman qui raconte comment, par exemple, il a frappé la fille Lecoq avec le couvercle de la poêle en fonte. Bah, elle se défendait. Oh, alors je l'ai frappé encore, quoi. Puis vient le moment du délibéré. Et là, c'est une tannée, hein. Parce que les jurés doivent examiner 118 chefs d'accusation. Ils doivent répondre à 998 questions. C'est très long. Et enfin tombe le verdict. Sur les 28 accusés, 4 sont condamnés à mort. Abel et Auguste Paulet, Canuves-Roman et Théophile Deroux, dit Charlot. Céline Paulet, la sœur d'Abel et d'Auguste, qui savait tout, qui n'a rien dit et qui a accepté l'argent de tous les vols, prend 20 ans de travaux forcés. Et les autres prennent entre 3 et 8 ans. Évidemment, les 4 condamnés à mort comptent sur une grâce présidentielle. Parce qu'ils savent que le président Armand Fallières est un abolitionniste. Et d'ailleurs, les années précédentes, il a commué toutes les condamnations à mort en peine de travaux forcés. Alors il va faire pareil avec eux. Pourquoi en douter? Mais le problème, c'est l'opinion. Et l'opinion est remontée comme une pendule. Et le président Fallières, finalement, n'ose pas affronter l'opinion. Et donc il refuse le recours en grâce. Le bourreau d'Ebler arrive à Béthune le 10 janvier 1909. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas coupé une tête. Il fait monter le bois de l'échafaud juste devant la prison. La foule se masse dès le petit matin. On parle de 10 000 curieux. Et il faut 500 soldats pour les tenir à distance. À 7 heures, Charlot est guillotiné le premier. Puis Canuves-Roman. Puis Auguste Paulet. Et enfin, on amène Abel Paulet. Et la foule crie « À mort! À mort la tête de Paulet !» Et lui, sous l'échafaud, leur répond « Tot feignant, hein? À bas la calotte! Et vive la sociale !» Le couperet de 65 kilos tombe, suivi d'un grand silence. Et comme toujours à l'époque, dans les jours qui suivent, la bande à Paulet a droit à sa complainte, à sa chanson, en français et en flamand. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. La complainte de Paulet qui nous a été proposée, procurée et offerte par vous, Jacques Messiaen. Vous qui connaissez bien cette histoire, puisque vous lui avez consacré un livre qui s'appelle L'affaire Paulet, aux éditions Ouest France. Où est-ce que vous l'avez déniché, cette complainte, monsieur Messiaen ? Ah, c'est quelque chose de fabuleux. C'était lors d'une interview sur une autre radio. J'avais souhaité donc connaître cette complainte. J'en connaissais l'existence puisque je connais aussi une version en français, sur un autre air, sur un air connu de l'époque. Mais là, un de mes auditeurs, pendant le temps mort, m'a envoyé un petit coup de fil en disant voilà, je vais vous envoyer une copie de la complainte de Paulet en flamand. Et c'est joli, c'est très gai, c'est sur un air de valse. Forcément, tout le monde est content à l'époque de se débarrasser d'un voyou qui a beaucoup sévi dans ma région, à Hasbrook, donc dans le nord, comme vous l'avez précisé, et puis aussi au sud de la Belgique. Il avait la chance d'avoir la frontière, ça lui permettait d'avoir des complicités et d'avoir des recours pour se disculper de certains faits. Alors, 2 mots sur vous, parce que vous n'êtes pas un historien professionnel, vous avez été instituteur, comme on disait à l'époque, et puis directeur d'école, et là vous êtes à la retraite, vous l'avez dit vous-même, vous êtes du coin, vous êtes de la région d'Hasbrook, vous êtes un gars du Pas-de-Calais, et donc vous avez décidé de vous plonger... Du Nord. Ah, du Nord, pardon. Si je peux me permettre, je suis en fait un flamand de France. D'accord. Et donc oui. Vous avez décidé de vous plonger à la retraite dans l'histoire locale. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire ?
J'écris en fait depuis bien avant ma retraite. C'était pas incompatible avec mon métier d'instituteur, comme vous l'avez rappelé. C'est un ami archiviste qui m'a donné un jour un dossier très épais sur l'affaire Paulet en me disant un jour Jacques tu devras en faire un roman. Mais c'était trop épais, j'ai dit il faut être complètement fou pour décortiquer tout ça et établir quelque chose de lisible. Donc vous l'avez mis dans un coin, quoi. Je l'ai mis dans un coin de ma bibliothèque, mais tout au fond. Et un jour, je me suis décidé, j'ai dit, tiens, au fond, ce serait pas mal. J'avais acquis une certaine expérience de l'écriture. Je me suis dit c'était un bon sujet. C'était une façon aussi de rendre hommage à ma marraine dont les parents hébergeaient de temps en temps les Paulets dans leur estaminet. Ils se terraient dans un coin pour fomenter évidemment un coup ou un autre. Et ma marraine me parlait de la bande à Paulet, comme des vieilles personnes, auraient parlé du croque-mitaine et d'autres êtres maléfiques, quoi, disons. Chez nous, c'était les Paulets. Donc cette histoire était dans votre patrimoine, en fait. L'histoire était quasiment dans mon patrimoine. J'ai été entouré par les histoires de Paulet. Et ma marraine, qui avait des journaux anciens, avait extrait de temps en temps des histoires, un petit peu pour nous faire peur, en disant faut pas sortir dans le noir, c'est dangereux. C'était donc les croque-mitaines de l'époque. Alors, ce qui frappe, Monsieur Messiaen, dans cette histoire, c'est la brutalité, c'est la sauvagerie de cette bande. Ils tuent parfois pour 15 francs. Quel est le contexte? Comment est-ce qu'on peut expliquer leur veulerie, en vérité? Oui, en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur le dossier, à travers les journaux de l'époque, évidemment, c'est l'humiliation que le petit Abel Paulet a subi le jour de sa communion. Il est allé chercher un petit morceau de viande pour faire la communion en famille parce qu'il était d'une grande fratrie, ils étaient malheureux, et le boucher a crâné en disant « Ah, mon petit gaillard, chez vous, vous n'allez pas faire un banquet comme nous, on va le faire. » Et Paulet, humilier un enfant, ça reste gravé pour la vie. Et Paulet s'est dit, sans doute dans sa petite tête, voilà, puisque il en est ainsi, tu vas voir ce qui va se passer. Et alors on vit la belle époque qui, comme chacun sait, est loin d'être belle. C'est une époque de grève. On parle des méfaits des Apaches dans la région parisienne ou sur l'île, dans le nord. On parle beaucoup de misère. Et puis il y a beaucoup de cheminots qui traînent d'un point à un autre, qui marchent de nuit, qui voient s'il n'y a pas quelque part une lumière éclairée et pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à gratter. Donc le petit moteur d'Abel Paulet, parce que c'est lui qui entraîne les autres, son petit moteur à lui, et peut-être aussi d'ailleurs leur petit moteur aussi aux autres, c'est la misère, quoi. C'est la misère, tout à fait. Mais il n'est pas tout à fait mauvais, Paulet, s'il fallait le réhabiliter un petit peu. C'est qu'un jour, il a volé 100 francs. N'oublions pas que 100 francs, à l'époque, ça fait 400 € pour nous maintenant, en gros. Et il a volé 100 francs et il s'en vante à l'estaminet où il se rassemblait avec ses camarades. Il s'en vante et un de ses camarades lui reproche, lui dit « C'est quand même pas bien, t'as volé à des pauvres gens ». La nuit suivante, il est retourné chez ces pauvres gens. Non seulement il lui a rendu les 100 francs, mais il en a rajouté 100 de plus. Vous voyez, donc il n'avait pas forcément un mauvais fond. Oui, il y a un côté assez chevaleresque, qu'on voit d'ailleurs dans ce courrier qu'il adresse à la presse, qui est un moment absolument délicieux. D'abord, il savait donc bien écrire, parce que la lettre est bien écrite. Oui, parce que c'était un bon élève, c'était un bon petit père, comme on dit chez nous. Bon élève à l'école et bon élève au catéchisme. Vous voyez, donc c'était quelqu'un qui n'était pas mauvais au fond de lui-même. C'est la société qui l'a rendu mauvais. Là, je pense évidemment à Jean-Jacques Rousseau, et sa phrase célèbre. Paulet s'est toujours vengé donc des nantis. Voilà. Et puis l'engrenage a fait que il s'est retrouvé guillotiné. C'est pas l'explication qu'il donne, lui. Lui, l'explication qu'il donne, ce sont les femmes. Trop aimer les femmes l'amène à devoir voler, et voler l'amène à devoir tuer. En gros, c'est ça qu'il dit dans sa lettre. Oui, parce qu'il avait une maîtresse particulièrement exigeante, c'est Louise Matoret, qui était friande de bijoux, et il volait pour mieux la courtiser, pour lui faire plaisir et pour lui montrer qu'il était grand seigneur, qu'il était capable de lui rendre la vie belle. Et en même temps, il y a beaucoup de lucidité aussi dans cette tête quand il dit « À force de voler, un jour on doit tuer ».
Vous avez bien cité sa phrase. C'est vrai que c'est une phrase mémorable. Je l'ai encore en tête. C'est que tout voleur voulant naturellement éviter de se faire reconnaître doit, tôt ou tard, dans un moment de crainte ou d'aveuglement, de férocité, c'est à peu près ça qu'il a écrit, doit devenir l'assassin de celui qui défend son bien. Je crois qu'un assassin, un voleur, quand il voit qu'en face de lui on se défend pour garder le bien, eh bien le voleur finit par tuer vraiment. Il espère toujours qu'on ne le retrouvera pas, quoi, disons. C'est une mauvaise philosophie, évidemment, on ne peut pas approuver. Voilà. Et vous avez bien rappelé l'attitude de Fallières, parce que Fallières a été pressé par un référendum national qui, à plus de 80%, réclamait le retour à la peine de mort. Alors que, juste au lendemain de l'affaire Paulet, j'ai la chance d'avoir chez moi un exemplaire du Grand Écho du Nord. Le lendemain, un autre monsieur se fait assassiner, un monsieur de Saint-Omer d'ailleurs, se fait assassiner. Il y a pour titre un vieillard de 56 ans se fait assassiner à Saint-Omer. Et c'est une autre affaire pour laquelle j'ai consacré également un roman, et dans cette affaire où il y a un meurtre, il y a pour moi 2 victimes, c'est-à-dire aussi l'assassin. Il faudra que je la raconte, cette histoire aussi. On note ça dans un coin. Alors, c'est l'époque des fameuses... Donc j'ai dit, Fallières est président de la République, et Clémenceau a créé les fameuses brigades du Tigre. On est pile là-dedans, là. Oui, tout à fait. Alors, pour l'anecdote, je me suis retrouvé un jour à un mariage à côté d'un policier de haut niveau qui est à Lille et qui est au service du centre médico-légal. Oui. Et il me dit, il a décliné son nom, il s'appelle Paulet, comme par hasard, il a décliné son nom, et il m'a dit, Jacques, si tu veux un jour, tu viens chez moi, je te montrerai des choses étonnantes. Et c'est vrai que, d'abord des choses étonnantes, il y en a qu'on ne peut pas voir au centre médico-légal, c'est la tête des 4 guillotinés qui sont conservés dans la cave, dans du formol. Pardon ? C'est-à-dire que la tête d'Abel Paulet est dans du formol à la cave de l'Institut médico-légal de Lille ? Comme de ses 3 compères, et la tête de Paulet a même fait l'objet d'une sculpture qui est exposée dans un musée à Lille. Je sais, je vais aller passer mes prochaines vacances. Je vous remercie infiniment, Jacques Messiaen. Je rappelle le titre de votre livre, L'affaire Paulet, aux éditions Ouest France. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.